Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission. C'est le moment de l'instant matin. Et aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir le professeur Luisa Gallès. Et elle est là aujourd'hui dans notre émission d'instant matin et je suis très ravie de la recevoir. Elle va nous parler de son parcours qui est riche et très intéressant. Bonjour professeur Luisa Gallès. Bonjour, moi aussi je suis toujours ravie d'être là. En tout cas, très heureuse. Beaucoup d'ouvrages à votre actif, une très grande expérience dans le domaine. Vous étiez d'abord professeur de philosophie à l'université pendant une certaine période. Donc ensuite, vous êtes toujours chercheur donc, au CNRPH et vous êtes aussi formatrice de la société civile et expert de l'UNESCO. Voilà. Voilà, donc les trois casquettes que vous avez en ce moment. Parlez-nous un petit peu déjà de votre premier rapport à la philosophie, donc professeur de philosophie à l'université. Oui, la philosophie, ça a commencé très tôt, puisque c'était ma formation de base, ma formation à l'université, et puis après à la Sorbonne. Je suis revenue ici, j'ai enseigné à l'université. C'est une... je sais pas, c'est une approche, c'est une façon de vivre la philosophie, c'est pas seulement des cours. Et donc, j'ai enseigné quelque temps. Après, il y a eu des choses qui ont fait que j'ai arrêté d'enseigner. Mais la philosophie restait toujours là. Donc, tout ce que je fais par la suite, il va se faire avec en arrière-plan la philosophie. La philosophie. Quand j'ai enseigné, quand j'ai fait la formation de la société civile, j'essayais d'ouvrir un petit peu les yeux, c'est-à-dire pousser les associations. La société civile, c'est structuré, c'est-à-dire les associations. Oui. On réunissait avec différents organismes. On réunissait des associations dans plusieurs wilayas, on a sillonné tout le pays et on les formait parce qu'en 1990, quand il y a eu la première loi, parce qu'il y en a eu une deuxième, il y a eu celle de 2012, donc en 90 à 90-04, tout le monde s'est mis à faire des associations. Mais que faut-il faire après? Et donc on s'est dit, il faut aller à l'intérieur du pays, voir toutes ces personnes qui sont pleines de bonne volonté, pour leur dire que l'association, c'est de la bonne volonté, aider les autres et tout ça, mais aussi il faut de la gestion. Oui. Donc on a commencé au B.A.B.A. quoi. C'est comment gérer une association, comment créer une association, qu'est-ce qui fait qu'on crée une association. Donc vous avez senti sur le terrain qu'il y avait ce manque, que ces associations avaient besoin d'aide et d'être plus éclairées. J'ai fait un premier livre qui est pour regrouper tout ce qui a été fait. Je me suis amusée à réunir tout ça et puis j'ai fait ce livre qui est Évaluation du système associatif en Algérie. Où on passe, en quelle année 2011. 2011. Alors on passe de la notion de Tajmat parce qu'on oublie toujours que les associations ont toujours existé en Algérie. Et donc, qu'est-ce que c'était Tajmat en fait? Ce n'est autre qu'une association. Une association, voilà, avec un nom différent. Moi j'essaie toujours de ramener les acquis que nous avons en tant que société traditionnelle vers la modernité. Et je pense que les gens seraient beaucoup moins réticents à vivre la modernité quand ils savent qu'elle puise dans la tradition. Son origine dans la tradition. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'en 2012, la loi a changé. Donc il fallait faire un autre livre pour expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a changé dans la loi et pourquoi. Ça a donné Guide pratique pour les associations. Donc qui a été édité en 2012. Qui est là, pas la reprise, mais... un petit peu un retour sur... C'est un peu plus tard, c'est en 2015, parce que 2012, il y a eu les changements, et puis on donne aux associations 3 ans pour s'aligner sur la nouvelle loi. Donc ça nous ramène à 2014. 2015, j'ai fait celui-là. Et dernièrement, je me suis dit, bon, maintenant que ça fait 25 ans que je m'occupe des associations, peut-être que je devrais m'occuper d'autres choses. Alors les bonnes volontés m'ont dit, écoutez, avant de vouloir vous occuper d'autres choses, dites-nous... Qu'est-ce que vous pouvez encore nous apprendre? Ah, je me suis dit oui, effectivement. Aujourd'hui, fin 20e siècle et 21e siècle, il y a eu énormément de choses. Il y a eu un langage nouveau qui est né. Alors ça commence par le développement durable, développement local, politique de la ville, écologie, participation citoyenne, commerce équitable, les gens passent. Et donc, beaucoup d'associations ne comprennent pas non plus ce langage. Même si elles sont dedans. C'est ce qui vous a mené à donner ces précisions? C'est ce qui m'a mené à donner ça.
mais c'est surtout parce que c'est en puise dans notre société traditionnelle. Tout cela existe dans notre comportement. L'écologie existe, le développement durable existe. Donnez-nous par exemple un petit exemple sur l'écologie. Sur l'écologie, alors, d'abord, quand on est dans un village, Kabyle, du désert ou autre chose, on n'utilise jamais des plastiques pour nettoyer un champ. On nettoie le champ, on brûle ce qui a brûlé, et le reste, et même les cendres d'ailleurs, on les éparpille sur la terre existante. Autre chose, quand on fait un couscous, c'est un sujet que j'adore. Donc la première, ça serait la gestion des déchets, par exemple. La gestion des déchets. Quand on fait un couscous, on ne va jamais dans le frigo et prendre, et surtout pas, je pense qu'il y a des gens qui le font quand même, mais on ne va jamais dans le frigo pour prendre du congelé. Il faut toujours aller au marché et faire son couscous en fonction de ce que la nature nous donne. Et ça, c'est la philosophie de Ibn Naïl, c'est ça. La philosophie de l'art culinaire en Algérie, c'est ça. Donc nous sommes en rapport direct avec la nature. D'ailleurs, si vous prenez les 5 domaines de l'UNESCO, pour la définition du PCI, patrimoine culturel et immatériel, vous allez retrouver le 4e domaine, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature et l'univers. Donc l'homme est constamment en rapport avec la nature et l'univers. Tant qu'il reconnaît cette relation, il développe cette relation dans son rapport à la nature et à l'univers, il est dans le développement durable. On n'a pas besoin d'une définition qui vient de New York en 1950 pour transiter pour l'Europe en 1980 pour arriver en Algérie en 2000. On n'a pas besoin de tout ça, elle a toujours existé. Absolument. Donc ce sont ce genre de choses que je raconte dans cet ouvrage. Et comme il y a des gens qui l'ont vu et qui l'ont aimé, ils m'ont dit oui, mais je ne comprends pas très bien. Alors je l'ai traduit dans les 2 langues en fait. Ça donne Petit lexique des associations traduit par Dalil El Jam'iyat. Voilà. Ça, c'est 2024-2025. Très bien. Alors, ça c'est le volet société civile. Il y a aussi un autre volet qui vous passionne, donc c'est tout ce qui est patrimoine matériel et immatériel. Qui me passionne et dans lequel je travaille aussi. Voilà. Donc, il se trouve que je fais des choses que j'aime. Alors, comme la philosophie, j'aimais, la société civile, je développe, et le patrimoine, j'ai toujours aimé. Il y a un proverbe qui dit faites un métier que vous aimez, et plus jamais vous irez travailler. C'est pour ça que je vous dis c'est plus une passion qu'un travail. C'est quelque chose que vous faites avec beaucoup d'amour et aussi avec beaucoup de précision, parce qu'il est très très important de réunir, d'avoir un regard, on va dire, assez pointu sur tout ce qui est tradition matérielle et immatérielle. Alors la précision, ça s'apprend. La précision, que ce soit en philosophie ou en mathématiques, en biologie ou en géologie ou en PCI, patrimoine, ça s'apprend. Ça ne s'invente pas. Donc j'ai commencé à faire du patrimoine sans le savoir en fait. D'accord. Voilà, comme celui qui faisait la grammaire sans le savoir. En 99, j'avais comme amie une grande philosophe, Eva de Vitry-Merovitch, qui est tombée dans l'islam, on va dire, parce qu'elle ne s'est jamais convertie, mais petit à petit elle a glissé vers l'islam. Et j'ai voulu lui faire plaisir, j'ai traduit son dernier livre, une traduction augmentée, parce que j'ai fait avec elle des entretiens. Le livre existait déjà, c'était Islam, notre visage. En 99, je l'ai traduit sous forme de Islam tariqun ila al-haq. Et bon, ça s'arrête là. Elle est décédée quelques mois plus tard, d'ailleurs. Après l'apparition, j'ai fait une émission, d'ailleurs, la télévision unique à l'époque algérienne en arabe. Et j'ai fait l'enregistrement sur Palsekam, que j'ai emmené. Elle me voyait parler arabe. Elle me disait, qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, mais je te fais parler la langue du prophète. Parce qu'elle me disait toujours, elle est passée du français à l'iranien, enfin au persan, pour connaître, un petit peu connaître la philosophie de l'islam, mais surtout pour rendre audible et visible Jalaluddin Rumi, qu'elle a traduit dans sa totalité vers le français. D'accord. Et elle était très heureuse. Mais à la fin de ses jours, elle me disait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas appris la langue du prophète. Et donc, en la traduisant, je lui ai dit, voilà, je te fais parler la langue du prophète. Je s'arrête là. Ce qu'il y a, c'est que Eva a vécu quand même des choses qui sont de vrais miracles. De vrais miracles. Un jour, elle s'est vue, elle n'était pas encore musulmane. À l'époque, elle se recherchait quelque part. Et donc, elle aurait pu devenir bouddhiste, existentialiste, athée, autre chose. Et puis, elle se voit dans un rêve, morte, enterrée dans une tombe, visiblement écrit en arabe Hawa. Ça s'arrête là. Très mystérieux quand même. Des années plus tard, pour dire des décennies plus tard, elle va à Konya, la ville de Jalaluddin Rumi, et elle rencontre un ami qu'elle connaissait depuis longtemps, qui est frère, un fakir du soufisme de la Maulawiya.
Et il lui dit, nous sommes en train de travailler sur la zone où il y avait le cimetière des femmes, adeptes d'Oromi. Et aussi, bon, ils ont travaillé sur la mosquée de Shams et tout ça, mais c'est de longues histoires qu'elle raconte. Et quand elle va, il l'emmène dans le cimetière des femmes, elle voit la tombe identique qu'elle avait vue dans son rêve. À celle qu'elle a vue dans son rêve. Bon, on s'est dit, c'est une coïncidence. Mais que se passe-t-il 10 ans après la mort d'Eva? C'était le centenaire, un centenaire de Rumi. Et puis, on demande à ce que Eva soit exhumée et qu'elle soit réenterrée dans le cimetière des femmes de la Maulaouia. Donc le rêve se réalise. Et devant un événement comme ça, je ne pouvais pas rester indifférente. Donc j'ai repris la traduction pour augmenter aussi la traduction et surtout pour ajouter ça dans mon introduction. Voilà. Il fallait quand même que je raconte ce détail à ceux qui vont lire ce livre. Donc le premier, j'ai plus, celui de 99, je ne l'ai plus, mais celui-là, je l'ai fait en 2020. Et il raconte justement cette histoire où Eva est enterrée dans le cimetière des femmes tel qu'elle avait vu dans son rêve et tel qu'il y avait le nom de Hawa. J'ai oublié de préciser que quand elle a voulu faire le Hajj, et elle est partie voir le cheikh de l'Azhar, il lui dit, mais ismouki fil islam, je ne sais pas, moi je ne me suis pas convertie devant un cheikh. Il fait, bon écoute, c'est très facile, ça c'était avant non, c'était après le rêve, mais avant qu'elle meure, naturellement. Il lui dit, c'est très facile, comme tu t'appelles Eva, donc c'est un nom biblique, on va t'appeler Hawa dans l'islam. Tout simplement. Et le rêve avait déjà eu lieu. C'est extraordinaire, c'est un parcours de circonstances. C'est des histoires comme ça m'épate. Et après, un jour, je découvre que ça, en fait, le soufisme et tout ça, c'est du patrimoine. Alors je me suis dit, moi, c'est génial de travailler sur ça. C'est comme ça que je suis passée de la philosophie au patrimoine, sans même me rendre compte, parce que Eva était aussi philosophe. Très bien. Alors, franchement, une histoire passionnante, très touchante aussi. On revient juste après le jingle et on continue cette histoire. De retour sur notre plateau, vous êtes toujours dans l'instant matin et nous avons le plaisir de recevoir Louisa Gallès avec qui on a déjà commencé à discuter et franchement c'est absolument passionnant. Et juste pour revenir un petit peu sur Eva, en fait ce qui se passe c'est qu'en ce moment il y a énormément d'extraits en fait, de ce qu'elle a fait, des conférences qu'elle a données et tout sur les réseaux sociaux. C'est des petits extraits. Voilà. Justement c'est ça que j'ai trouvé magnifique, c'est que elle est pour la nouvelle génération, peut-être que ça aurait été compliqué pour eux de tomber sur ces ouvrages ou connaître ce personnage, mais grâce quand même aux réseaux sociaux, on arrive un petit peu, parce que du moment où on voit un extrait, déjà on a le nom du personnage, et à partir de là, on peut faire notre propre recherche. Oui, voilà. Donc, très très belle histoire. Donc, on reste toujours dans le patrimoine. Donc, 2020, le Covid a été un moment charnière pour vous? Oui, on peut dire ça comme ça, en fait. Nous, les gens qui travaillent sur le patrimoine, enfin en Algérie du moins, mais même ailleurs, nous on a le mois du patrimoine, 18 avril, 18 mai, et puis il faut dire que 18 avril, 18 mai, on n'est jamais à la maison. On est toujours quelque part dans les wilayas, sinon ici, chez vous. Chez nous, dans nos studios, effectivement. Les différentes chaînes radio et télé. Et donc 2020, c'était rester à la maison, faites le sport à la maison, faites autre chose tout à la maison. J'ai commencé à faire mes petites émissions sur Internet. Tous les matins, c'était un point d'honneur. Tous les matins à 6 heures, je publiais un article sur tout ce que j'avais fait. Je reprenais donc mes travaux d'avant. Et tous les matins, je faisais un petit paragraphe. Après paragraphe, c'est rallongé, parce que les gens, il y avait énormément d'interactions. Et à chaque fois, on me demandait des explications, des informations supplémentaires. Oui. Et puis j'avais aussi des échos de l'étranger, de l'Irak, de l'Égypte, du Brésil. D'accord, c'est dire que l'écho était... de l'Iran. Enfin, c'était vraiment un écho où on me disait, oui, mais nous aussi, on a la même chose. Nous aussi, comment vous interprétez ça alors que nous avons la même, alors qu'on n'a aucune frontière entre nous? C'était vraiment un club du PCI sur Internet. Après, je me suis dit, enfin, c'est plutôt une copine qui me l'a dit, c'est toujours elle qui veut me mettre en avant, je la remercie, Zahia Ibn Abdallah. Et donc, elle m'a dit, écoute, pourquoi tu ne reprends pas tout ça et tu fais un livre? Bah oui. Il fallait juste le dire, quoi. Voilà. Donc, j'ai tout rassemblé
Et d'abord j'ai fait en français, mais il n'a pas été publié en français. D'abord, il a d'abord été publié en arabe, j'ai traduit, ça a donné ça. Turath Thaqafi al-Maddi, fil Jazair. Et puis j'ai repris l'original qui était en arabe pour des raisons d'édition, que l'autre est passé avant. Et ça a donné ça. J'ai rajouté les choses qui ont été faites entre temps. Donc celui-là, il est un peu plus riche que celui-là parce que j'ai dû rajouter 3 ou 4 éléments, mais pas grand-chose. Donc regard croisé sur le patrimoine culturel immatériel, un travail ponctué par les contraintes de la pandémie. Oui, alors ça c'est... Ce sont des années de recherche que vous avez réussi un petit peu à... Il y a des gens qui me disent combien de temps tu as mis pour écrire ton livre. Ben, si je dois parler du livre, ça doit être 6 mois, 8 mois, peut-être une année. Mais en fait, c'est plus de 10 ans de recherche. De recherche, voilà, ce sont des éléments que vous avez... Alors, comme dans tout écrit, on rassemble au maximum, enfin, on écrit des kilomètres. Après, il va falloir sabrer, parce qu'il y a énormément de choses. Et quand on sabre, il faut faire des choix. Donc, le patrimoine, il y a 5, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 domaines, donc il fallait répondre un petit peu à tous les domaines. Après, il y a des hommes et des femmes, donc il fallait faire un petit peu la parité. Je suis un peu féministe quand même. Hein. J'ai fait plus... écoutez, de toute façon, c'est même pas de ma faute. Le patrimoine est toujours sauvé par les femmes. Par les femmes, voilà. Absolument, c'est vrai. Après, il y a l'ancien et le moins ancien. Donc, il faut choisir entre ce qui vient de l'Antiquité et ce qui vient d'il y a 50 ans, mais qui est déjà patrimoine parce qu'on l'aime. Parce que le patrimoine, ce n'est pas une histoire d'histoire. En fait, c'est une histoire d'appartenance. Tant qu'une population aime quelque chose et veut la conserver, c'est son patrimoine. Mais si elle n'aime pas cette chose, même si elle est très, très répandue, la baguette est très répandue en Algérie, c'est ce que nous mangeons, surtout que la farine est subventionnée, mais pas le blé. Et donc, on mange aujourd'hui beaucoup plus de baguettes que le matloa. Mais on ne va pas inscrire la baguette. De toute façon, il est inscrit par le légitime. Et en même temps, elle n'a jamais rivalisé avec les pains traditionnels. Non, mais elle rivalise en nombre, parce que quand on va chez le boulanger, et aujourd'hui tout le monde va chez le boulanger. Absolument, c'est peut-être on achète le nombre de baguettes n'est pas égal au nombre de matloat. Pourquoi? Parce que la baguette est subventionnée, donc ça coûte pas cher. Matloa, elle coûte 50 dinars la petite pièce, alors que 50 dinars, on a 5 baguettes. Absolument. Donc, voilà, absolument. Mais elle ne rivalise pas question patrimoine, elle ne rivalise pas question sentiment d'appartenance, elle ne rivalise pas non plus question goût. Absolument pas. Alors, pour ça, il n'y a pas photo. Donc ça a donné ces 2 ouvrages que vous avez, vous avez un petit peu là aussi, celui-là il est sorti, ça fait 1 mois, enfin c'était en octobre qu'il est sorti, et celui-là il est sorti en 2023. Voilà. 2 années d'intervalle entre eux, et vous avez enrichi... Oui, un petit peu, quand c'est possible. Voilà. Alors, on a une photo à vous montrer, et on aimerait bien en fait que vous nous commentiez cette image. Ça, c'est l'IMZ. Il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Alors, l'IMZ, c'est un élément du patrimoine, c'est un élément inscrit. C'est quoi les éléments inscrits? En 2003, bon, déjà historiquement, ça va peut-être prendre du temps, je ne sais pas si j'ai le temps. Historiquement, quand les guerres ont cessé d'être des sabres, des épées, c'est devenu des fusils, puis après des bombes, et maintenant c'est des bombes nucléaires. Ça détruit tout sur son passage. Il y a des gens qui se sont inquiétés, ils ont dit il faut quand même faire quelque chose pour sauvegarder le patrimoine. Mais ça a pris énormément de temps pour arriver à trouver une formule pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. On est passé par le patrimoine matériel, par le patrimoine naturel, et tout ça c'est des conventions, c'est du jargon de l'UNESCO. Et puis en 2003, il y a une convention qui dit, voilà, si vous voulez, pour les États qui ratifient la convention, donc veulent sauvegarder leur patrimoine, on définit une démarche à suivre, c'est les directives opérationnelles, et puis la convention, l'essentiel du patrimoine est défini dans la convention, et on a eu des listes pour conserver, pour sauvegarder un patrimoine, il faut déjà commencer par l'identifier, il faut faire des inventaires et aussi l'inscrire. Dans l'inscription, il y a un plan de sauvegarde. Dans le plan de sauvegarde, on dit comment on va faire les prochaines années. Et là, on inscrit un patrimoine en une année. On a inscrit d'abord la Hlil, on a inscrit la tenue nuptiale de Tlemcen qui est le Sheddal Tlemcenia ou le Qaftan Tlemceni ou les bijoux Tlemceniens et le diadème, enfin tout l'apparat, et même le mariage, même le rituel de mariage, parce que on n'a pas. Donc même les rituels aussi. Oui, tout, ça comporte tout est inclus. Après il y a eu l'IMZ.
Il y a eu aussi, je l'ai cité, il y a eu beaucoup d'autres, on en est je crois à 15, l'imzad. Alors l'imzad, c'est un instrument de musique qui est fabriqué par des femmes, ça c'est l'ahlil, donc qui est fabriqué par des femmes et joué par des femmes. Il est même, maintenant je pense qu'il y a des hommes qui le touchent, mais autrefois il était interdit aux hommes. D'accord. Parce que quand la femme a fabriqué l'imzad, c'est parce qu'il y avait une guerre intestine entre cousins, entre frères et tout ça, qui a duré des années. Et si bien que les gens, ils étaient ancrés dans cet esprit de guerre et ils ne vivaient plus. Alors il y a une femme, un génie, ingénieuse, qui s'est dit, comment je vais faire pour arrêter la guerre? Elle a fabriqué cet instrument magique, des sons magiques qui sortent de l'imzad. D'ailleurs, Jalaluddin Rumi le dit bien, une peau sèche, un brin de bois sec, et ça donne des airs magiques. Voilà. Ça donne les airs du Seigneur, il dit les airs de Dieu. Sautallah. Et donc, elle a fabriqué cet instrument et s'est rapprochée le plus possible du champ de bataille. Elle a commencé à jouer. Et en fait, ça a fait apaisé. Comme si ces guerriers se sont réveillés. Mais qu'est-ce que je fais, moi, depuis des années que je suis en train de faire ça, de tuer les gens, à quoi ça sert? Et c'est comme ça qu'elle a pu arrêter la guerre. Donc c'est un instrument de la paix. C'est un instrument de la paix et surtout c'est un instrument de la femme. Très très belle histoire. Sacré. Très, très Il y a beaucoup d'éléments classés qui sont des instruments de paix, directement ou indirectement, mais pas aussi beau que l'imzad. Pas aussi beau que l'imzad, je suis entièrement d'accord. On va encore voir une image avec vous. Donc, vous allez commenter. Alors, voilà, il est là. Ça met l'eau à la bouche de bon matin. Alors oui, il faut surtout pas le passer vers. Non, pas cette heure-ci. On a fait le festival du couscous, ça fait 2 semaines, et on m'avait demandé de faire une conférence. La conférence a beaucoup duré, et on est arrive donc midi. Moi, j'étais avec Mediapo sur différents couscous et tout ça. Et on me dit, mais écoutez, arrêtez, montrez-nous autre chose, parce qu'on a faim. Après, ils se sont régalés, parce qu'il y a eu quand même dans les 200 différents couscous. Oui, alors le couscous, c'est un autre élément de la paix. Parce que le couscous, c'est d'abord un produit national, maintenant international, mais qui est parti d'Algérie. Partout où il est parti d'Algérie. Quelle que soit l'année, les premiers restaurants qui se sont retrouvés dans le monde entier, c'est au milieu du XXe siècle. Mais le couscous était déjà connu. Il y a des écrivains qui ont visité l'Algérie au XVe, XVIe siècle qui ont déjà parlé du couscous. Donc il a déjà été décrit. Des auteurs arabes qui ont parlé du couscous au XIIIe, XIVe siècle. Et puis des découvertes archéologiques dans la tombe de Massinissa, il paraît qu'on a trouvé des récipients. C'est pas le couscoussier, hein. C'est des assiettes, des récipients où on peut manger du couscous. Et on sait que Massinissa, c'était un producteur de blé. Donc, est-ce que le couscous existait? On n'a pas encore de preuves archéologiques, mais ça peut venir. Oui. En tout cas, les preuves les plus anciennes découvertes à ce jour, j'ai la photo d'un fragment de couscoussier qui se trouve d'ailleurs au musée des Antiquités et des Arts islamiques à Alger et qui date du Moyen-Âge. Donc vous voyez, on a toutes les preuves pour dire que le couscous est vraiment ancestral. Et ça reste aussi le plat le plus connu et le plus à la mode, malgré sa jeunesse éternelle. Et le couscous, c'est aussi un plat qui se mange par les gens richissimes, parce que vous avez le couscous royal, vous avez 8 viandes à l'intérieur. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, on a fait des couscous avec des moutons entiers et tout ça. Mais vous avez aussi le couscous pour les gens les plus démunis. Quand on n'a rien à faire à ses enfants, on fait un peu de couscous avec des herbes qu'on va cueillir à même devant la maison pour faire une sfouf. Et puis, ça fait quand même un plat. Et on l'a pour les mariages. On l'a aussi pour les décès. On l'a pour les événements grandioses. Et on l'a aussi pour les événements les plus douloureux. Il pense la douleur. Oui, absolument. Et quand un peuple est en guerre, quand une tribu est en guerre avec une autre tribu, et qu'il y a une troisième tribu qui intervient pour établir la paix, et donc on va sacraliser cette paix par un couscous, offert par la tierce personne qui a donc contribué à cette paix. Donc c'est un plat qui se trouve partout, qu'on retrouve partout, qui fait partie de nous,
et qui nous accompagne dans les événements les plus significatifs de notre vie. En tout cas, merci beaucoup, Madame Galès. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci en tout cas, c'était passionnant, toutes ces histoires donc, à propos de la philosophe que vous avez traduit, de tout ce qui est patrimoine algérien. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On arrive à la fin de notre émission. C'était l'Instant Matin. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous retrouve bientôt, Inch'Allah. Au revoir.